Aujourd'hui, le Squad, un épisode un peu particulier car on va parler d'écologie à travers le sport. Football Écologie France est devenu peu un acteur de la planète football et qui tend à faire des petits dans les autres disciplines. J'accueille donc Théo, leur responsable d'antenne à Lyon. Théo, bienvenue sur le podcast du Squad de la performance. Peux-tu, s'il te plaît, rapidement nous présenter l'association dans laquelle tu travailles? Merci beaucoup pour l'accueil et l'invitation. Donc moi, c'est Théo Fleurance, le responsable à Lyon de l'antenne lyonnaise de Football Écologie France. Donc Football Écologie France qui est une association à but non lucratif et reconnue d'intérêt général qui a pour but d'accompagner le monde du foot dans son ensemble sur le terrain de l'écologie, donc sur la transition écologique et solidaire. Plus concrètement, ça veut dire que voilà, on est un mouvement de citoyens qui a été créé en 2019 sur la base d'un double constat, c'est-à-dire que le premier constat, c'était de avoir une réflexion où on sait qu'on est dans une période de réchauffement climatique qui va impacter et bouleverser un peu nos vies. Et en même temps, on a besoin d'agir un peu plus vite. Et on a réfléchi à plusieurs façons de faire. Et étant fan de foot, sachant que le foot est un sport, est le sport populaire par excellence, on s'est dit que si on arrivait à installer un petit peu ces questions-là à travers le foot, en fait, on embarquerait quasiment, alors pas toute la population en France, mais une bonne partie, je pense, parce que même quand on n'est pas fan de ce sport, on en entend parler très régulièrement. Et l'autre constat, c'est en fait que le foot, c'est un sport d'extérieur et le dérèglement climatique va et impacte déjà en fait ce sport, hein. On l'a vu notamment l'été dernier, là, en 2022, sur l'été caniculaire qu'on a vécu. Il a impacté vraiment directement la pratique. On a perdu beaucoup de jours de pratique, alors en fin de saison ou début de saison, hein, entre juin et août, si on raisonne sur le calendrier foot. Mais c'est vrai que du coup, c'est un sport qui faisait pas beaucoup de choses sur ce terrain-là. C'est pour ça qu'on a souhaité créer une association, un mouvement citoyen, pour en fait inviter n'importe quel individu ou entité qui a envie d'agir, qui a envie de rendre le foot plus durable, à pouvoir le réaliser. Donc, c'est un petit peu l'histoire de Football Écologie France. Et après, sans rentrer trop dans les détails, mais aujourd'hui, donc on a bientôt 4 ans d'existence. On a un réseau de 200 adhérents un petit peu partout en France, principalement des clubs et des collectivités qu'on accompagne. 400 bénévoles également qui sont là pour nous aider dans nos missions. Et on a une répartition après en antenne locale, donc c'est-à-dire que comme on est très sur le terrain, dans la proximité, dans l'accompagnement des clubs, on est organisé par antenne. Donc c'est des représentations locales en fait, là où il y a une grosse densité de clubs et de bénévoles, donc qui forment des antennes et des représentations de FEF sur le territoire. Effectivement, le fait que, comme tu l'as très bien dit, le football soit un sport outdoor, comme d'autres, Mm. mais effectivement avec un support médiatique qui est beaucoup plus présent que d'autres. Du coup, c'est un sport qui est victime de cet aspect-là au niveau, comme tu l'as pas, dont tu as parlé, de réchauffement climatique, mais aussi, quelque part, un peu responsable. Et on va un peu parler Ouais. de tout ça. Finalement, quelles sont les missions de votre association? Alors, les missions, nous, justement, pour réussir notre mission d'accompagner le foot dans son ensemble sur l'écologie, ça veut dire que, bon, déjà, il faut bien comprendre que dans le milieu du foot, il y a plusieurs parties prenantes différentes. On a parlé des clubs, amateurs, professionnels. Ça, déjà, c'est la première entité, mais il y a déjà un gap énorme entre le monde amateur et le monde professionnel, hein. Il y a un monde amateur qui est très localisé, qui reste quand même du sport en tant que tel, qui travaille de plus en plus les questions éducatives, et le monde pro qui est devenu un business à 100% de l'entertainment, où on perd parfois un petit peu des valeurs et de la simplicité là-dedans, et c'est un peu plus compliqué souvent de s'y retrouver. Et en même temps, c'est eux qui ont une grosse influence, donc on peut pas les exclure, hein, complètement. Donc ça, c'est pour les clubs. Ensuite, on a les collectivités, parce que les stades et les lieux de sport appartiennent aux collectivités. On a les joueurs, les joueuses, on en parlera, je pense, mais ça peut être de gros ambassadeurs pour notre cause notamment, mais tout un tas d'autres causes. Mhm. Et après, il y a tous les supporters. Supporters au sens très large, hein, de celui ou celle qui va au stade, ou celui qui regarde à la maison, celui qui regarde que la Coupe du Monde, celui qui est gamer, peut-être. Voilà, c'est une énorme communauté. Donc, quand on sait ça, du coup, ça veut dire qu'on va essayer de travailler avec différents outils et différentes méthodes pour que chacune de ces cibles qu'on a identifiées puisse réaliser et se rapprocher d'un foot plus durable. Et grosso modo, nous, on a 4 missions dans un schéma. La première étape, c'est de sensibiliser. Donc là, on a des outils de sensibilisation pour ça et on travaille beaucoup sur l'aspect jeu. Je pense qu'on reparlera beaucoup de la fresque écologique du foot parce que ça, c'est vraiment notre outil de sensibilisation phare et c'est ce qu'on fait beaucoup avec juste quasiment toutes les parties prenantes que j'ai citées.
Donc, on a d'abord une étape de sensibilisation. Après, l'objectif, c'est de les activer. Donc, c'est faire en sorte que ce sujet, une fois qu'on en a pris conscience, il s'intègre au quotidien d'un club, au quotidien d'une collectivité, au quotidien d'un comportement d'un supporter. Donc là, pareil, on a des outils un peu plus spécifiques là-dessus. Et après, on va rentrer dans un schéma d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que nous, on va leur donner des idées, on va leur apporter de la méthode, mais l'objectif, c'est que les clubs et que les personnes deviennent un petit peu autonomes là-dessus. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de transition écologique, hein, parce que c'est des étapes à franchir, il y a des steps à progresser, sur lesquels progresser pour arriver à l'objectif. Et après, en bout de ligne, on a l'aspect valorisation. Donc là, c'est beaucoup de réseaux de communication et on donne aussi de plus en plus d'opportunités pour les clubs d'obtenir des financements, de candidater à des appels à projets et en fait vraiment de bénéficier de plus en plus. Il y a beaucoup d'argent inséré dans ce milieu-là, notamment des entreprises qui récompensent des entités qui mettent en place des choses sérieuses sur le développement durable. Donc ça fait partie de l'aspect valorisation. Et du coup, sur chacune de ces quatre étapes, on a des outils et puis des méthodes de travail pour faire en sorte que les acteurs qu'on accompagne réussissent au mieux leur mission. Quand tu parles de financement public ou de financement privé ou un Ça mix peut des être les deux? deux. Ça peut être les deux. En fait, c'est pour ça qu'on est aussi organisé en antenne, parce que chaque territoire a ses propres spécificités. À Paris, par exemple, logiquement, il y a une énorme densité en plus de clubs de foot. Il y a aussi beaucoup de sièges d'entreprises. Il y a peut-être des subventions locales qui sont un peu plus élevées parce que la richesse localement est peut-être plus importante qu'en province. Bon, bah Mhm. là, il y aura vraiment une multitude de possibilités de se faire financer, de se faire récompenser sur des projets qu'on peut mener. Si je prends l'exemple peut-être de la Réunion, par exemple, on a une antenne à la Réunion. Bah là, c'est un territoire qui est aussi euh, directement impacté par la montée des eaux, la perte en biodiversité. Et du coup, bah, il y a beaucoup d'appels à projets localement qui sont concentrés là-dessus. Donc, les actions qu'on va essayer de mettre en place dans les clubs là-bas, ça va plus concerner cette thématique-là, donc de biodiversité et réchauffement climatique. Donc, en fait, ça change d'une zone à l'autre. Il y a des choses qui se retrouvent au niveau national. Donc là, en ce moment, dans les dernières années, on dirige beaucoup les clubs, notamment sur le fonds de dotation de Paris 2024, qui s'appelle Impact 2024. Et là, il y a des sommes assez importantes pour les clubs à aller chercher. Et on a plusieurs de nos clubs qui en ont bénéficié. Et là, l'actu du moment, ben, on a en ce moment même la cérémonie des trophées Philippe Seguin. Donc ça, c'est le Fonds d'action du foot, qui récompense chaque année les clubs amateurs et professionnels qui mettent en place des projets éducatifs sur plein de thématiques. Il y a une thématique environnement et citoyenneté. Et là, c'est un club Football Écologie France qui va être lauréat cette année. Un club qui a en fait créé un réseau local d'approvisionnement pour sa buvette et pour les goûter avec une AMAP locale. Donc voilà, des produits locaux, bio, avec un réseau très local. Effectivement, on voit du coup l'aspect citoyenneté dont tu as parlé dès le départ. Et j'imagine aussi que d'un point Mm. de vue public, en fonction des bords politiques et dans les régions, ça doit jouer aussi par rapport à... Ça doit vous aider ou Mm. justement vous mettre en difficulté par rapport à ça. Oui, alors dans les faits, tu as raison. Maintenant, je précise quand même que même si on a le mot écologie dans notre association, on est apolitique. Et Ouais, pour nous, l'écologie, elle appartient pas à un seul parti et c'est pas notre rôle en fait. On n'est pas positionné là-dessus et on va pas se fermer de porte avec les personnes qui sont en place dans les collectivités locales, sur les régions, sur les départements, peu importe ça. C'est de la volonté de chacun. On a même parfois des toutes petites collectivités qui ont même pas d'étiquette, mais qui sont très attachées à ces valeurs-là. Donc bon, mais après, c'est vrai qu'il y a parfois, si tu raisonnes à plus grande échelle, sur les zones de Paris ou même de Lyon, on est très soutenu par les métropoles, par la ville. Ça, c'est un fait. Maintenant, bon, encore une fois, on est apolitique et ça appartient pas forcément à un seul ou deux bien ou sûr. trois partis. C'est vraiment, voilà, on est un peu détaché de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être dans le concret, dans la réalisation, dans le mouvement avec les clubs de foot. Et on est très concentré là-dessus. Parfait. Justement, tu as parlé de beaucoup de choses à travers l'émission. J'aimerais qu'on revienne sur l'outil de sensibilisation que vous avez mis en place à travers du coup un apprentissage ludique qui s'appelle la fresque Oui. écologique du football. Finalement, à quoi ressemblent ces ateliers? La fresque écologique du football, c'est une adaptation de la fresque du climat, qui à la base est un jeu de cartes pour comprendre les mécanismes du réchauffement climatique. Donc le principe de la fresque du climat, c'est de relier des
des cartes entre elles pour dessiner une fresque sur une énorme feuille en papier, en fait. Et en fait, schématiquement, se représenter beaucoup plus facilement avec des images, avec du texte, le mécanisme du réchauffement climatique, qui est quand même souvent complexe quand on ne connaît pas un tout petit peu. Donc, nous, on s'est basé là-dessus, sur cette méthode-là, et après, on s'est posé la question, on s'est dit, mais si on allait faire une fresque du climat dans les clubs de foot, comment ce serait perçu? C'est souvent des personnes qui sont un peu sensibles de base, qui veulent aller plus loin dans la compréhension, qui font ces ateliers. Et en fait, nous, quand on va dans des clubs, bah, on a des publics déjà d'une diversité, enfin, il y a pas plus, il y a pas plus divers comme type de public. Il y a Mhm. parfois des gens ou des clubs qui sont assez loin de ces questions. Mhm. Et du coup, on s'est dit, il va falloir qu'on retravaille ça, il va falloir qu'on apporte beaucoup de touches ludiques, parce que aussi, on n'a pas envie de culpabiliser. On sait très bien que dans le schéma de pensée de beaucoup de personnes, déjà que c'est complexe, et en plus, si on culpabilise les gens, bah, on n'arrivera pas forcément à faire changer les comportements. Donc, sachant tout ça, on est reparti de cette base-là, et on a créé toujours un jeu de cartes, mais on a retravaillé les cartes pour que ce soit des cartes qui correspondent au monde du foot. Donc, on reprend les codes d'un club de foot, donc on va parler de stade, de pelouse, d'achat de maillots, de ballons, de diffusion télé, médias numériques, et on va jouer même l'atelier sous la forme d'un match de foot. C'est-à-dire que c'est deux équipes qui vont s'affronter et chacune va réaliser sa propre fresque écologique du football, donc relier les différentes cartes qui représentent le monde du foot aux impacts en fait qu'ils génèrent. Et à la fin, ça dessine la fresque écologique du foot. Et tout au long du jeu, du coup, bah, les animateurs sont des arbitres. Donc, on peut mettre des cartons jaunes, on peut mettre des cartons rouges s'il y a des écarts de comportement. Après, on aime bien quand même garder le côté un peu, tu sais, dans le foot, chambrage. Voilà, tant que ça reste dans les limites de l'acceptable, c'est bien parce que ça dynamise justement le jeu. Bien sûr. Donc on a cette partie-là, on met un petit peu des quiz foot et des quiz écologie aussi en plein milieu pour donner des moments de respiration. Et en fait, on arrive maintenant, on a fait plus de 300 ateliers et on se rend compte que ça marche très très bien. Et c'est surtout que ça, il y a une dernière partie dans le jeu où en fait, une fois qu'on a fini les cartes, que tout est relié, on leur fait sur ce qu'on appelle le temps additionnel, travailler sur des solutions. Et là, chaque solution qu'ils vont trouver pour rendre le foot plus durable, ils vont marquer des buts en plus, parce qu'il y a un tableau des scores, hein, bien sûr, on est dans un match. Et du coup, on leur explique souvent que les remontadas sont possibles, et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs à ce moment-là. Et en fait, c'est très intéressant parce que la base des solutions qu'ils vont trouver, les participants, ça va être des choses qu'ils vont voir à travers leur prisme, soit de joueurs, soit de présidents, soit de partenaires du club, soit d'un élu d'une collectivité. Et les solutions qui vont émerger de l'atelier, ça va répondre aux spécificités locales du club en question. Et cette base-là de solutions, souvent, ils en trouvent entre 20, ça peut monter jusqu'à 80-90 hein, parfois. Cette base de solutions, nous, on s'en sert pour ensuite les accompagner. Donc, on rentre dans la deuxième étape, la activation, accompagnement. Et du coup, on va construire un plan d'action avec eux. Alors, on dit, bah, voilà, vous avez trouvé ça et ça comme solution. Nous, on pense que vous pouvez aller peut-être sur des LED, sur la gestion des déchets parce que c'est peut-être plus simple à réaliser au début. Qu'est-ce que vous en pensez? On est beaucoup dans l'échange. Et en fait, cet atelier-là, c'est le point de départ pour les activer. Alors, à la fois les sensibiliser, mais aussi les activer et commencer l'accompagnement. Donc, ça répond à au moins trois de nos missions. J'y vois un peu un parallèle avec les métiers de la santé parce que justement, vous avez une certaine forme d'empathie en rentrant dans le monde de vos interlocuteurs, mais tout Mm. en évitant, comme tu disais, une forme de culpabilisation d'autrui. Et je trouve ça assez intéressant, le parallèle, parce que c'est comme ça, en fait, que tu crées le dialogue et que tu crées du coup une relation avec l'autre. On a parlé de cette fresque. Est-ce que pour vous, c'est déjà une forme de diagnostic des besoins des clubs? Ouais, exactement. Ça peut être un outil de diagnostic parce que justement, sur ces ateliers-là, en général, ça dure 1 heure et demie, 2 heures avec des adultes. Parfois, ça dure beaucoup plus longtemps. Moi, je me souviens qu'au GF38, donc club de Ligue 2, il y a 2 ans, au tout début, quand on a commencé à les accompagner, on a fait cet atelier avec les joueurs et les joueuses. Je me souviens que le club nous avait dit, bon, ouais, allez, on va condenser un peu l'atelier sur 1 heure et demie, parce que ça se passe debout, ils ont match dans 2 jours, voilà, il faut les préserver un peu. Et en fait, on est resté 4 heures toute l'après-midi là-bas, parce qu'ils avaient beaucoup de choses à dire. Ils nous ont beaucoup parlé, notamment de déplacement, de leur alimentation aussi, parce que c'est un vrai, vrai sujet pour eux. Et en fait, les échanges ont été très, très riches. Et quand ça se passe comme ça, bah, c'est vrai que tu sais quasiment tout, toute la physionomie d'un club, de comment il est organisé. Et c'est beaucoup plus simple par la suite de proposer des actions. Mais on a d'autres outils pour renforcer un peu le diagnostic. On a un outil qui s'appelle Diagnostic du club d'ailleurs,
qui va vraiment faire le tour de tout le fonctionnement du club pour un peu comprendre ses forces et ses faiblesses. Mais après, ça dépend des envies, ça dépend du rythme auquel ils ont envie d'aller, de comment ils sont staffés aussi, parce que je sais bien que souvent dans les clubs, notamment amateurs, c'est que des bénévoles quasiment. Donc, ils sont pas toujours en mesure d'avoir quelqu'un pour porter ces projets-là. Donc, voilà. Après, nous, on s'adapte aussi à leur rythme et enfin, j'ai jamais cherché à les bousculer ou à aller plus vite que la musique, quoi. Quand vous avez porté un diagnostic, il y a un Ouais. accompagnement derrière qui se fait, comme tu en as parlé. Mais est-ce que Mm. vous réévaluez au bout de quelques mois les progrès qui ont Ouais. pu être réalisés? Oui, oui. Dans notre méthode de travail, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure, mais ce qu'on fait en général, et là, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment, du coup, on fait des bilans de fin de saison avec les clubs qu'on accompagne. Ok. Donc, donc là, je commence par la fin, mais si on repart sur un début de saison, ce qu'on on co-construit avec les clubs, donc soit suite à une fresque ou soit suite à un diagnostic, on va avoir un plan d'action. Un plan d'action sur l'année très précis, hein. Le mois de septembre, on fait des ramassages de déchets. Le mois d'octobre, c'est les stages de la Toussaint. On va sensibiliser les jeunes sur des thématiques alimentation. Enfin, ça va dépendre de club en club, de leurs envies, de ce qu'ils ont envie de faire. Mhm. Sur chaque club qu'on accompagne, on a un plan d'action. Et après, dans l'année, on les relance, on les accompagne, on leur donne des idées en plus, on fait des bilans de mi-parcours si on peut. C'est surtout à la fin de la saison, on se fait vraiment des vraies réunions de bilan, une fois que la saison est terminée et on a passé les tournois, notamment de fin d'année. Et là, on regarde ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment on peut se projeter sur l'année d'après. Ça, c'est une vraie méthode qu'on leur apporte pour aussi, dans l'objectif que je te disais tout à l'heure, qu'ils puissent tendre vers l'autonomie là-dessus. C'est qu'ils arrivent à trouver une méthode de travail et ça fait partie de ce qu'on peut apporter. Suite à ce diagnostic de club, j'ai pu regarder un peu ce que vous faisiez. Apparemment, vous les accompagnez sur 7 thèmes qui sont les infrastructures, les déchets, l'alimentation, la consommation, les mobilités, le matériel sportif et les fournitures, la communication et sensibilisation. Il y en a un qui a tout particulièrement retenu mon attention par rapport à ma fonction. Quels sont les Ouais. conseils que vous donnez au club concernant le matériel sportif et les fournitures? Oui, effectivement, nous, quand on parle d'écologie, on n'est pas focus juste sur le réchauffement climatique. C'est très large, c'est toutes les thématiques que tu as évoquées. On peut même y rajouter de la biodiversité. Mhm, La partie matériel de sport, ballon, fourniture, c'est souvent ce qu'on travaille en année 2. Les clubs en général travaillent beaucoup sur les déchets au début parce que c'est ce qui est le plus visible et c'est ce qui pour eux représente le truc à travailler sur l'environnement, sur la protection de l'environnement. Mais après, très rapidement, en deuxième année, ils travaillent là-dessus parce qu'ils se rendent compte, en fait, bah, notamment en faisant les fresques, que tout ce qui est utilisé ou presque dans un club de foot, déjà, c'est pas produit de manière durable. Donc, c'est souvent du nouveau matériel qui est produit. En plus, c'est produit à l'autre bout du monde, donc très souvent en Asie, hein. 100% des ballons, des 60 millions de ballons produits chaque année dans le monde, sont faits en Asie, soit au Pakistan, soit en Inde, soit en Chine. Il n'y a rien qui n'existe en France depuis les années 80 qui a été délocalisé. Et du coup, ça, c'est des vraies questions, parce qu'on parle aussi beaucoup dans les médias aujourd'hui de réindustrialisation. Ça peut faire partie des objectifs et des choses qu'on peut voir, je pense, dans les quelques années à venir. Ça va arriver, je pense. Et les clubs, de plus en plus, sont très, très attentifs là-dessus. Donc, à l'éco-conception dans un premier temps, le lieu de fabrication, et du coup, ça induit aussi l'acheminement. Et après aussi, il y a un troisième volet, c'est la fin de vie. On sait que les clubs professionnels, les joueurs, ils consomment un maillot par mi-temps. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être pas l'exemple à suivre. Les clubs amateurs, en général, ça tourne autour de 1 an, 2 ans, et après, ils renouvellent leur stock d'équipement. Voilà, il y a des choses à travailler, soit sur la prolongation de la durée de vie, la fin de vie aussi, avec beaucoup de recycleries sportives qui apparaissent depuis là 2, 3 ans. Avant, ça n'existait pas. Donc, il y a de plus en plus de solutions qui émergent et c'est tant mieux parce qu'il y a un vrai, vrai besoin des clubs là-dessus. Ils sont complètement ouverts à même payer un tout petit peu plus pour complètement changer d'équipementier ou trouver de nouvelles solutions. Justement, j'avais pu voir, alors je ne sais pas où ça en est, mais que Nike avait la volonté de créer un maillot par club pour 2 saisons et plus Mm. de renouvellement chaque saison. Je ne sais pas si tu as plus d'informations à ce sujet-là. Et puis, moi, quand je pense à Adidas, je pense notamment à leur volonté avec le plastique issu des océans. Quel est ton point de vue sur cette volonté des gros équipementiers? Bah, je vais te répondre vraiment sur chacun de tes deux exemples. Nike, ce qu'ils proposent,
sur les trois étapes que je t'ai citées, éco-conception, production et fin de vie, ils répondent qu'à un enjeu sur la fin de vie. Donc, en fait, si tu prends l'ensemble, tu traites, je sais pas, peut-être 5% du problème. Adidas, c'est pareil, c'est pas toute leur collection. Et c'est une petite partie qui est éco-conçue avec du matériel qui est recyclé, qui est récupéré dans les océans. C'est Mm. des opérations de com, hein, ni plus ni moins. Je sais que Keepstar travaille, et je crois qu'en 2025, ils auront 100% de leur gamme foot éco-conçue, donc ce qui est déjà beaucoup plus ambitieux, même si ça reste qu'une seule des trois étapes pour considérer un équipement comme étant écologique. Voilà, après, c'est le début du chemin. Je pense que ça peut aller très très vite par contre, parce que c'est des sujets qui n'existaient pas ou très très peu, qui revenaient très peu souvent il y a encore 10 ans, même 5 ans. Je serais très curieux de voir comment ça évolue parce qu'il y a une pression populaire, médiatique sur les réseaux sociaux qui se renforce de plus en plus, hein. On l'a vu, je pense qu'on en reparlera suite au Covid, à la Coupe du Monde au Qatar, tous ces questionnements en fait qui émergent. Donc ça va pousser en fait les industriels et des grands équipementiers à faire mieux. Après voilà, ils pourraient s'inspirer. On connaît des marques comme Siona qui proposent des maillots éco-conçus et en plus qui sont réversibles. Donc tu as ton maillot domicile et extérieur sur le même maillot. Tu vois, ça, c'est des solutions hyper intéressantes. Ok. Je comprends pas pourquoi c'est pas encore proposé sur ces grands équipementiers-là. Probablement parce que je la connais la réponse, hein. Ça génère moins de chiffre d'affaires, mais voilà. Ah, tu vois, je ne connaissais pas, mais c'est intéressant. Et puis, tu parlais Mm. des maillots dans le monde professionnel qui étaient renouvelés sans cesse chaque mi-temps. Il y a aussi le fait que ces joueurs professionnels et même les jeunes en centre de formation sont sponsorisés et qu'à chaque nouveau Oui, modèle, ils ont dotation en chaussures, trois, quatre paires très de sûr, ouais. crampons et Ouais. souvent elles sont très peu utilisées avant qu'il y ait ce renouvellement. Et il y a un truc qui est inquiétant un peu dans le foot pro qu'on a vu récemment, c'est que maintenant, ils font plus que les donner, les maillots à des proches ou des supporters, c'est qu'ils les commercialisent, ils les mettent aux enchères. J'ai vu certains clubs faire ça, donc là, c'est vrai que tu te poses encore plus de questions, quoi. Ça va pas dans le bon sens par rapport aux enjeux, en tout cas écologiques. Après, ça Ouais. répond très certainement à un enjeu économique fort. Maintenant, voilà. Tu parlais de ballon tout à l'heure. J'ai vu qu'en NBA, ils avaient la volonté de créer un ballon via imprimante 3D qui, du coup, serait le même ballon de partout avec la même pression intra-ballon pour que voilà, ça soit les mêmes conditions sur chaque parquet. Est-ce que finalement, ce ne serait pas une solution aussi avec un ballon de foot et puis dans tous les sports de balle finalement? Oui, après, je suis pas assez expert sur le sujet du marketing là-dedans, mais bon, j'imagine qu'il y a quand même des enjeux d'appel d'offres, de concurrence entre différents équipementiers qui rentrent en jeu. J'imagine que la NBA, comme c'est une franchise, c'est pas forcément les mêmes règles qui peuvent être appliquées. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, en Ligue 1, je me souviens parce que comme je suis un fan de l'OL, je suivais beaucoup Juninho qui tirait les coups francs, ils en parlaient beaucoup à l'époque. En fait, ils avaient les mêmes ballons toute la saison, de partout. Et en fait, de club en club, il y avait la possibilité de changer. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, l'OL allait affronter Lille. Lille avait ses propres ballons. Donc, en fait, les joueurs s'entraînaient avec les ballons de Lille avant le match pour se familiariser avec. Ça a un peu disparu. Maintenant, aujourd'hui, c'est pareil, c'est Kipsta qui équipe et c'est toujours le même ballon. Donc en fait, on est assez proche de ça, hein. Maintenant, voilà, on sait que le ballon, on peut aller plus loin parce que, notamment aujourd'hui en Ligue 1, si je ne me trompe pas, il y a un ballon phase aller et un ballon phase retour. T'as le ballon été et le ballon hiver, grosso modo. Je pense savoir que ça va évoluer et qu'on va garder un peu la même édition de ballon pour une saison. Ce serait déjà une progression. Mhm. Et j'espère qu'à terme, on puisse aller vers un ballon qui soit le même sur peut-être plusieurs saisons. Oui, tu n'as peut-être pas les mêmes enjeux sur la partie économique, mais après, il y a certainement d'autres modèles à aller chercher sur du recyclage. En fait, l'industrie verte, les métiers du développement durable et de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, c'est ce qui va le plus progresser dans la décennie à venir. Donc il suffit d'être un peu imaginatif et de pouvoir surfer sur cette vague-là pour la LFP, les instances qui organisent le foot en France. Justement, quand on a parlé de Nike, Adidas, tu as utilisé le Mhm. mot marketing. Finalement, Mhm. la plus grande menace quand on défend l'écologie, c'est le greenwashing. Est-ce que vous n'avez pas peur que les clubs s'engagent avec vous dans cette volonté de greenwashing?
Je veux dire qu'ils nous utilisent comme comme un marqueur de... Ouais. Ouais, je pense notamment Bah, à là où je... niveau professionnel, hein, pas tant au niveau amateur, bien Oui, évidemment. c'est ce que j'allais te dire, ouais. Je pense que là où il y a le plus de risques, c'est forcément au niveau pro, parce que bon, au niveau amateur, c'est pas du tout les mêmes enjeux non plus. Ça peut, maintenant, nous, on a une... En fait, si tu veux, on est très terrain, c'est encore un fonctionnement... euh, voilà, c'est un mouvement citoyen. Ce qu'on met en place, c'est vraiment du concret. Donc, c'est vrai que si un club adhère à l'association, je parle d'un club pro notamment, et qu'on se rend compte qu'on fait rien, bah, ça n'a pas de sens. Et puis, même pour le club qui va payer l'adhésion, même si c'est très faible, hein, ça n'aura pas de sens. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Nous, l'objectif, c'est vraiment que chaque club qui a envie d'aller un peu plus loin là-dessus, on l'accompagne. On va refuser personne. C'est pas du tout dans notre ADN et dans notre façon de travailler. Maintenant, c'est vrai que ça existe et il y a beaucoup de choses qui se sont dites et qui se disent régulièrement dans le foot pro et des affaires qui sortent régulièrement, l'affaire du char à voile, la Coupe du Monde au Qatar, tout ça, qui pour la FIFA était la Coupe du Monde la plus écologique jamais organisée, tu vois, par exemple. Donc là, on est quand même dans un profond déni qui est assez inquiétant d'ailleurs, mais oui, après, voilà, nous, on sait parler d'écologie, on sait ce que ça représente. Et si un club fait peu de choses, de toute façon, on sera là pour le marquer à la culotte et le relancer et de vouloir aller plus loin. Donc, Génial. c'est un peu la réponse que je donnerais. Au tout début, tu as parlé voilà, de citoyenneté, tu as parlé de e-gamer, etc. Justement, en Mm. me renseignant sur l'association, j'ai pu voir un nouveau mot pour moi, l'éco-supporterisme. Qu'est-ce que ça sous-entend pour vous et en quoi ça consiste? C'est un concept qu'on a créé au bout de 2 ans dans l'asso. C'est suite à plusieurs initiatives qu'on avait lancées. On avait, en fait, au début, dans l'asso, on a lancé une grande consultation nationale, un questionnaire pour sonder un peu l'avis des Françaises et des Français sur les liens entre le foot et la transition écologique. Et en fait, on s'est rendu compte de la perception qu'ont justement les Français de ça. Ils ont une très mauvaise image, notamment du foot professionnel qui considèrent qu'ils font pas assez là-dessus. Et en même temps, le foot pro nous disent, bon, nous, quand on fait nos bilans carbone, c'est pas tellement nous, c'est plutôt les supporters qui viennent au stade. En fait, on s'est basé là-dessus et en fait, c'est pour ça qu'on a créé l'association. Je t'en parlais au début, c'est le sport le plus populaire. Quand on parle de supporters au sens très large, c'est-à-dire des suiveurs ou même des personnes indirectement touchées par le foot, c'est plus d'une personne sur deux en France. Donc, ce concept-là d'éco-supporterisme, c'est en fait de dire, à travers notre passion pour le foot ou notre consommation pour le foot, on peut adopter des comportements plus responsables. On peut tous faire mieux. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Tu peux mieux trier tes déchets, tu peux mieux te déplacer, tu peux avoir une alimentation plus saine, plus végétale, et ça va répondre aux enjeux climatiques. Et en plus, on a besoin d'être ensemble pour être efficace sur le réchauffement climatique. C'est pas quelque chose qui est pays contre pays, c'est mondial en fait. Donc, on a besoin de travailler ensemble. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le sport co et les enjeux climatiques, ça fonctionne bien. Parce qu'on va faire appel au dépassement de soi, à la solidarité, à la notion d'équipe. Et en fait, en reprenant tout ça, on s'est dit, ben, plutôt que de se dire pourquoi moi je changerais mon comportement si les grandes entreprises ne le font pas, si le club ne fait rien, on va plutôt prendre le problème à l'inverse et dire bah, tout le monde va tirer dans le même sens. Le club va essayer de mettre en place plus de points de tri, de proposer d'aller au stade avec des transports en commun, d'avoir une autre forme d'alimentation, de proposer peut-être des produits dérivés qui sont un peu plus écologiques, quoique la question des produits dérivés reste une vraie question en tant que telle. Maintenant, comment moi je peux m'aligner à ces enjeux? Et c'est ça l'éco-supporterisme, c'est d'aller dans le même sens pour co-construire en fait un foot durable, plus durable. Il y a peut-être des choses auxquelles on va devoir renoncer mécaniquement, hein, parce qu'on sera obligé. Voilà, je pense que le gros enjeu qui va arriver dans les années à venir en France, c'est les questions de l'eau. Comment, en tant que supporter, en tant que club, en tant que consommateur, je peux réduire, via mes comportements, économiser de l'eau. Voilà, on sait qu'il y a de la consommation d'eau dans la production de vêtements, dans la production de numérique. Les pelouses, je t'en parle même pas. Dans les douches, vrai sujet. Après un match de foot, combien de temps on reste sous la douche? C'est Mhm. quoi une douche écologique? Au bout de combien de temps on consomme trop d'eau? 5 minutes de douche, ça équivaut à 60 litres d'eau. 60 litres d'eau, hein, 5 minutes de douche. Sachant que 5 minutes de douche, c'est pas la moyenne, hein. On est largement en dessous de la moyenne en France. Il y a des vrais enjeux à travailler. Voilà. Et ça, c'est des comportements un peu individuels qu'il faut changer, mais qu'on arrivera à changer plus facilement dans le collectif. Et c'est le principe même de l'éco-supporterisme. Ces supporters-là se projettent par rapport à leurs idoles, par rapport à leur club.
qui sont mis en lumière finalement par les joueurs. Vous avez plusieurs Oui. joueurs pro féminins, masculins qui parrainent votre association. Quel est concrètement le rôle de vos ambassadeurs? Pour réussir notre mission, je rappelle notre mission, transformer le foot pour le rendre plus durable. Le levier le plus direct et le plus impactant, c'est les personnalités du monde du foot. Ils ont une telle communauté, alors les plus grands, c'est même pas mesurable. Je prends souvent l'exemple de Cristiano Ronaldo, sans faire exprès, hein. Il déplace une bouteille de coca en conférence de presse, il dit Don't drink it. Bah, le cours de coca s'effondre dans la seconde, quoi. Mm. Et on en fait des sujets, ça tourne en boucle de partout. Ils ont un impact énorme qui dépasse l'influence de certains pays, même parfois, hein. Mbappé, qui fait par rapport à la Fédération française de foot et à l'histoire du sponsoring, il le fait parce qu'en fait, il est plus fort. Il est en position de force par rapport à eux. Donc, le rôle d'un ambassadeur pour nous, c'est de faire progresser la cause. Après, ça va avec leur notoriété, c'est sûr, mais ils peuvent aussi participer en faisant des dons à l'association, en prêtant leur image pour des campagnes qu'on va sortir de communication, campagnes de dons. La plupart d'entre eux préfèrent venir avec nous sur le terrain, faire des ateliers et être dans le concret. Voilà. Et on en a certains aussi qui nous rejoignent parce qu'ils aimeraient bien s'exprimer sur le sujet, mais ils ont peur de dire n'importe quoi. C'est un sujet complexe. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, il y a la question des sponsors aussi qui peuvent bloquer. Quand ils sont sous contrat avec un club, ils représentent leur club, donc ça, c'est un vrai sujet, quoi. Bien sûr. Est-ce que je suis autorisé à en parler, quoi, tout Ouais. simplement. Et du coup, c'est un peu les former aussi à ce niveau-là. Là, j'ai vu dimanche, la Canal Football Club, ils ont fait un sujet sur Morgan Thorsby, c'est un joueur norvégien, et je crois le joueur peut-être le plus engagé dans le monde du foot, à ma connaissance. Il est tellement engagé que le choix de son numéro dans le dos, c'est le numéro 2 parce que c'est la trajectoire de réchauffement climatique à plus de degrés. Bon, malheureusement, depuis, on est plus sur du plus 4, ça évolue vite. Il a peut-être changé de numéro, mais en tout cas, voilà, lui, il est très engagé. Et il disait qu'il avait essayé de convaincre Erling Haaland d'aller là-dessus. C'est vrai que si un joueur comme ça prenait position sur ce terrain-là, bah, je peux te dire que ça changerait beaucoup de choses, hein. C'est certain. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de tête d'affiche pour l'instant. Il manque un peu, autant les sujets comme le racisme, en plus c'est très dans l'actualité, sur l'homophobie par exemple, on a vu, c'est des sujets où il y a des vraies prises de position. Pour l'instant, sur la partie environnement, protection de l'environnement, il n'y a pas encore de grosses têtes d'affiche, mais je te rassure, on y travaille et très prochainement, d'ailleurs, on en reparlera peut-être, mais on va sortir un outil de e-learning avec en tête d'affiche quelqu'un de très très connu. Génial, parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, l'impact d'un joueur mondial est beaucoup plus important même qu'un chef d'État, hein. Donc Oui, ça résonne beaucoup clairement. plus. Et si ces gens-là prenaient position, c'est certain que ça vous aiderait et ça aiderait clairement cette volonté-là écologique. En France, on a vu plusieurs compétitions, notamment déjà l'Euro 2016 en France, la Coupe du Monde de football féminin en 2019. Il y a eu la COP 2021 aussi qui a été un moment phare à travers ce domaine de l'écologie. On est à l'aube de Paris 2024. Est-ce que vous avez perçu des progrès au fur et à mesure de ces compétitions? Oui, un petit peu. Alors, sur les cahiers des charges des compétitions, ça a un petit peu évolué. Paris 2024, par exemple, ça a été un des gros axes de la candidature, le fait de se considérer pas comme neutre en carbone, mais en tout cas de s'en rapprocher. Donc là, c'est toujours pareil, il faut faire très attention à ce terme parce que quand on parle de neutralité carbone, ça veut dire qu'on émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais qu'on va venir les compenser. Basiquement, souvent par de la plantation d'arbres pour capter le CO2. Donc, est-ce que, d'un point de vue éthique, philosophique, c'est une bonne façon de faire pour diminuer? Je suis pas sûr. Maintenant, c'est des choses qu'ils ont pleinement intégrées comparativement aux précédentes éditions olympiques. Ça tranche vraiment. Donc, il y a dans ce sens-là une progression. Moi, ce que je constate surtout, c'est l'évolution de la pression populaire, quoi. La Coupe du Monde au Qatar, bon, il n'y avait pas que le sujet environnemental hein, qui faisait débat, mais ça a fait débat comme ça n'a jamais fait débat. En général, ces sujets-là, on en parle allez, dans les médias, on zappe vite. Comme sur les réseaux sociaux, on zappe vite. Ça dure quelques jours, une semaine. Là, on a quand même eu quasiment 5 mois de débat là-dessus, quoi, hein. Pour à la fin, finalement, de ce que moi j'ai compris, alors on n'a pas les chiffres encore des personnes qui ont regardé finalement la Coupe du Monde,
Mais pour finalement, voilà, ça a pris le pas. Le foot, je pense, ça a pris le pas et tout le monde a plus ou moins regardé. Mais au moins, il y a eu des questionnements. Tu vois, en 2010, quand ça a été attribué au Qatar, on en a un peu parlé, mais c'était pas, on n'en parlait pas comme ça, quoi. Donc, c'est plutôt, je pense, la conscience collective qui a progressé. Et je ne serais pas étonné que ça se renforce de plus en plus dans les années à venir, quand on voit aussi ce qui a été accepté plutôt sur l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Ça, c'est des sujets, je pense que maintenant, c'est plus tolérable. À un moment donné, on peut accepter beaucoup de choses, on peut comprendre, on peut essayer de réduire, mais quand on va sur des projets comme ça, à un moment donné, on peut plus. Je pense que d'un point de vue collectif, c'est plus acceptable et on va tendre, je pense, vers des événements peut-être plus avec des stratégies bas carbone. Et après, il faudra peut-être avoir une réflexion aussi sur l'organisation des compétitions. Est-ce que, même pour la santé des joueurs, j'ai envie de dire, est-ce que c'est jouable de faire des déplacements tous les 3 jours quand tu joues des Coupes d'Europe en Russie, avec 2 jours après un match à l'autre bout de la France, est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il n'y a pas de manière plus intelligente de continuer à faire du foot, de continuer à avoir des compétitions internationales? L'exemple du Final Eight pendant le Covid, c'était intéressant. Est-ce que d'un point de vue écologique, c'était plus écologique parce que tout le monde était réuni sur place? Je sais pas. Mais en tout cas, tu limites quand même les déplacements de supporters. Les gens restent plus longtemps sur place. Il y a peut-être des sujets à creuser là-dessus. Hmm. Parce qu'à l'inverse, l'Euro 2020, c'était tout dispatché et il y a de plus en plus finalement de compétitions qui tend à Oui. dispatcher pour. Alors, j'imagine aussi, je ne sais pas si ça a été pensé comme ça, mais une petite volonté écologique, voire peut-être économique, mais sur le fait que ben il n'y a pas de construction de stade là où parfois, je sais pas, je pense à la Coupe du Monde 2010 où ils ont construit des stades à gogo qui, Mm, il me semble, ne sont pas tous utilisés ou en tout cas pas mm, aux moyens qu'ils le souhaiteraient. À l'inverse de voilà, peut-être cet Euro 2020 où on a utilisé des stades qui étaient déjà construits. Donc c'est toujours cette balance qui est pas évidente. Est-ce que vous, justement, vous avez les moyens un peu de mesurer tout ça? En fait, c'est ça qui rend le sujet sur l'écologie à la fois très complexe, parfois frustrant, mais en même temps passionnant, parce que ça dépend de quoi on parle. Si on parle de réchauffement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui a le plus d'impact dans le sport, ce sont les déplacements. C'est le numéro un des postes d'émission. La construction d'un stade, c'est pas loin derrière, hein, par contre, hein, mais c'est moins important que les déplacements. D'accord. Ça dépend en fait après comment tu raisonnes, ce que tu acceptes ou pas, quoi. Est-ce que c'est mieux de faire l'un ou de faire l'autre? Nous, on a plutôt tendance à dire, bah, essayons de ni construire de nouveaux stades, parce qu'il y en a déjà énormément. Bon, après, ça dépend des pays. De réduire au maximum les déplacements. Il y a un vrai sujet sur l'alimentation aussi. D'ailleurs, Paris 2024, c'est un des grands, grands engagements de réduire de 60% la part en viande qui seront proposées sur les points de restauration, donc de diminuer drastiquement l'impact sur l'environnement. Que oui, après, c'est des sujets un peu philosophiques, quoi. Mais d'un point de vue scientifique, factuel, les déplacements ont beaucoup plus d'impact que la construction d'un stade, même si Mm, ça reste énorme aussi. mm. Pour rappel, la Coupe du Monde au Qatar, en termes d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, sur 1 mois et demi de compétition, c'est autant que le Monténégro ou la Serbie sur un an. C'est juste pour te faire une équivalence, pour se rendre compte. Et sans prendre en compte la construction des stades et tout, hein, juste la compétition à 1 mois et demi. Effectivement. Comment votre association voit l'évolution des consciences écologiques dans le foot, voire plus largement dans le sport, d'ici une dizaine d'années? Mm. On peut refaire le fil, hein. Il y a 10 ans, on en parlait très peu. La Fédé a mis en place le programme éducatif fédéral donc c'est un catalogue d'actions un peu qui mêle pratique foot et sensibilisation sur le terrain. En 2015 ou 2016, je ne sais plus, que les clubs se sont bien appropriés. Après, il y a eu la réception de l'Euro et de la Coupe du Monde féminine, tu en as parlé. Donc ça a fait que ces sujets ont commencé à émerger. Ensuite, il y a le Covid. Pour moi, le Covid, ça a été vraiment le moment où beaucoup de gens se sont questionnés. Alors après, est-ce que ces questionnements et la volonté de changer s'est traduite dans les faits? Ça dépend sur quoi. Je sais que beaucoup de personnes ont quitté la ville parce qu'ils n'en pouvaient plus. Est-ce que ça a changé profondément les consommations? Je suis pas sûr. En ce moment, on vit une période d'inflation, tout. C'est peut-être des sujets qui passent après. Mais en tout cas, le Covid, nous, on l'a constaté aussi dans les clubs. Ça a fait que, voilà, il y avait des façons différentes de considérer le foot et l'aspect éducatif après ça. Il y a eu la Coupe du Monde au Qatar. On en a parlé, beaucoup de débats, l'histoire du char à voile.
Maintenant, j'ai l'impression que chaque petite... on parle beaucoup des déplacements en avion des clubs, hein. Chaque fois, ils sont pointés du doigt. Paris qui va à Lille en avion, bah voilà, c'est plus acceptable. Donc, si on suit cette trajectoire et ce rythme, moi, je pense que dans 10 ans, on aura bien avancé. Mm. Mais j'ai peur que malheureusement, ce ne soit pas assez rapide par rapport aux enjeux climatiques et ce dont on aurait besoin de faire. Je rappelle quand même, si on sort du cadre du sport et du foot, que la France vise la neutralité carbone en 2050, je crois. L'arrêt, enfin, il y a des grosses mesures qui sont prises pour sortir un peu du plastique jusqu'en 2040. Ce que nous dit la COP 21, c'est que sur une trajectoire de réchauffement à plus de degrés, voilà, on aura de grosses conséquences aussi en France. Sauf que là, on est plus sur une trajectoire à plus 4 degrés. Il y a d'ailleurs un rapport qui est sorti, qui est très précis, donc du ministère des Sports et du WWF, sur les impacts et les changements à venir dans un scénario à plus 2 degrés de réchauffement et un scénario à plus 4 degrés de réchauffement pour le sport. Et ça change beaucoup de choses. À plus 4 degrés, on perd 2 mois de pratique de sport extérieur. Donc mécaniquement, à un moment donné, on sera confronté, on sera obligé de s'adapter. Et plus on perd du temps, et plus ce sera difficile de faire des changements un peu plus radicaux. Donc il vaut mieux pouvoir anticiper, s'y préparer, le planifier. Et je pense que dans 10 ans, j'ose espérer qu'on aura avancé vite. Et en tout cas, nous, on fera tout pour le faire progresser au maximum cette cause-là. Génial. Est-ce que tu aurais des ressources, documentaires, livres, podcasts à nous conseiller par rapport à ce sujet-là? Ça dépend ce qui vous intéresse, mais si déjà faut faire un rappel sur ce qu'est le réchauffement climatique. Et j'ai un petit bouquin d'une cinquantaine de pages qui est très bien, qui s'appelle Tout comprendre sur le climat ou presque, de Bon Pote. Je sais pas si tu connais sur les réseaux sociaux, Bon Pote, c'est un gars qui est très très engagé. Alors lui, il est plus dans la culpabilisation, pardon, parfois dans la délation, mais par contre, il est très très engagé, il est très médiatique. Et le bouquin qu'il a sorti, c'est très intéressant parce que Mhm. pour le coup, ça explique très très bien. Après, moi, je conseillerais bien sûr le livre blanc qu'on a sorti sur l'éco-supporterisme, qui est en libre accès sur notre site internet. Toi qui es plus aussi sur l'alimentation, peut-être, je sais pas si tu connais The Game Changers, le Mhm. documentaire qui a été à un moment donné sur Netflix. Bon, attention, parce que les financeurs qui ont participé à ça, c'est clairement orienté. Mais par contre, ça permet de se questionner sur l'alimentation des sportifs et des sportives. Il y a beaucoup de choses à déconstruire là-dessus d'ailleurs, sur l'apport en protéines, etc. Et il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau, notamment dans le foot, qui font très attention à ça. Je connais le régime alimentaire d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Karim Benzema. C'est pas pour rien qu'après 30 ans, ils continuent à performer et qu'ils sont même parfois beaucoup plus performants que dans les années de 20 à 30 ans. C'est il y a aussi peut-être cette raison-là qui l'explique. Donc, The Game Changer, ça peut être un documentaire cool. Et après, le rapport que je t'ai cité là, du WWF et du ministère des Sports sur les changements, l'impact que ça va avoir sur le milieu du sport, le réchauffement climatique, ça peut être intéressant aussi. C'est intéressant que tu parles de The Game Changers parce que effectivement, ça ouvre à débat. Bien évidemment, il faut se questionner aussi sur toutes les sources, hein. C'est pas parce qu'on Mm. nous donne une information qu'il faut l'avaler et la recracher directement. Mais Mm. moi, ça me pose pas mal de questions en fait au niveau alimentaire. On en a parlé avec Maxence Besson, qui est médecin du sport, notamment du côté de Mâcon, qui lui aussi a une grosse conscience écologique, qui est éthique et qui est végétarien. Mm. On en a parlé un petit peu avec lui. Moi, ce qui me questionne, tu vois, tu as parlé de déplacement. Le régime végétarien peut parfois tendre à des produits qui sont assez loin de chez nous Ah oui, oui. et du coup ne plus véritablement tendre vers du locavore. Et du coup, par rapport à ce que tu disais sur les déplacements, je trouve que ça pose beaucoup de questionnements. Quel est votre point de vue finalement par rapport à ça? Ah, mais tu as dit le terme, hein, c'est le locavore qui est intéressant. En fait, la production de viande, notamment batterie à grande échelle, ça a un énorme impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si j'ai le temps de te réexpliquer le mécanisme, notamment sur les bovins qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, sur leur rejet. Mais c'est vrai que oui, faut pas se dire d'être végétarien pour être végétarien et de consommer des avocats, des mangues ou des produits comme ça. C'est pas l'objectif. Mais ça, en fait, c'est pareil. Je pense que c'est un cheminement. Les personnes qui deviennent végétariennes ou même véganes, c'est encore plus loin. Ça se fait pas du jour au lendemain et c'est peut-être par étapes.
peut-être que la première étape, c'est de se dire d'arrêter la viande et peut-être après de réapprendre à cuisiner, à utiliser des produits simples. C'est aussi de déconstruire pas mal de choses quand même, parce qu'on a été habitué, mine de rien, à la cantine, dans la vie de tous les jours, à avoir forcément un apport animal dans l'assiette. Ça, c'est des vraies questions à se poser. C'est des vraies questions à se poser. On sait aujourd'hui que c'est pas nécessaire, en tout cas pas dans la quantité qu'on avait pour habitude. Moi, ce qui m'intéresse dans le milieu du sport aussi, c'est qu'il y en a de plus en plus, notamment chez nos ambassadeurs, qui montrent qu'on peut concilier pratique de très haut niveau et alimentation végétale. Et comme je te le disais, hein, Karim Benzema, c'est pas un hasard, hein. S'il a beaucoup moins de blessures depuis ses 30 ans, c'est parce qu'il a changé ça. Carl Lewis, qui est un énorme champion d'athlétisme, vegan même. Lewis Hamilton, pareil. Novak Djokovic, pareil. Donc en fait, des très grands champions arrivent à le faire. Alors après, le vegan où tu passes de tout produit animal, c'est encore autre chose. Et je ne suis pas un expert, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais il y a les manques sur les vitamines B12 ou d'autres. Dans tous les cas, il faut se faire accompagner. Mais en tout cas, les pros, en tout cas dans les clubs de foot, ils ont des nutritionnistes à disposition. Donc je pense que en termes de récupération, j'imagine qu'il t'en a parlé, ça booste aussi beaucoup la récupération. Donc c'est même intéressant. Maintenant, c'est tout un, comment dire, un imaginaire à déconstruire en fait autour de ça. Et parfois, ça prend un peu de temps. Voilà. Bah, on en a un peu parlé avec chacun des intervenants au travers de l'alimentation. Je pense notamment à Gladys Diblin dans le troisième podcast. Mm. Mais ouais, c'est des sujets qui sont intéressants. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant sur ce sujet-là, c'est aussi, comme tu l'as dit, que ça pousse à cuisiner par soi-même et du coup, peut-être même pour certains à découvrir le régime végétal et les légumes, etc. Qui, chez certains, hein, moi, je l'ai bien vu avec certains sportifs, c'est pas de poulet, quoi. Enfin, tu vois, et ça ne varie pas véritablement au niveau de leur alimentation. Quel serait finalement le Ouais. meilleur moyen de vous contacter si un club veut travailler avec vous ou même un joueur hein, qui veut en parler à ses dirigeants de club? Bon, ils peuvent nous contacter soit directement sur notre site internet, soit sur les réseaux sociaux. Voilà, on est assez disponible. On a des gens en permanence qui sont en veille là-dessus. Donc, voilà. Les réseaux sociaux, je dirais, c'est peut-être le plus simple pour nous contacter. Je vais passer à la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Eh ben justement, on parlait un petit peu de ça. Moi, j'aimerais bien qu'un sportif d'un assez haut niveau puisse parler justement de ce régime alimentaire et végétal, dans le foot ou ailleurs, hein. J'en ai cité quelques-uns. Bon, après, c'est des personnes, peut-être, je sais pas si tu arriveras à les avoir, mais après, c'est une question de réseau. Mais nous, on a des ambassadeurs, par exemple, qui expliquent comment ils jouent en D1 féminine ou au niveau Ligue 1, Ligue 2 nationale, qu'ils arrivent à concilier alimentation végétale et performance de haut niveau. Donc, ce sera avec plaisir, si tu veux, qu'on pourrait te passer un contact à ce niveau-là pour que tu puisses faire un podcast là-dessus. Carrément, carrément. Si tu peux t'en occuper, voir un peu, sonder un peu tes ambassadeurs, ça serait avec un grand plaisir Ça marche. qu'on ferait un échange tous les deux. Avec grand plaisir, voire même à plusieurs, ça pourrait être aussi intéressant de voir différents aspects, notamment chez une athlète féminine, un athlète masculin. Génial. Quels sont les actus de votre association? Bah, la grosse actu, c'est qu'on va sortir donc ça, c'est le fruit d'un travail de 2 ans chez nous, avec l'implication de beaucoup de bénévoles et de beaucoup de personnes. On va sortir un e-learning. Donc, en fait, c'est un ensemble de cours qui seront disponibles en ligne sur notre site internet sur les sujets foot et transition écologique. Et ça va être découpé en plein de petits modules, donc les supporters, le stade, les équipementiers, l'alimentation, enfin, tout ce dont on a parlé plus ou moins. Et en fait, on a interviewé toutes les parties prenantes du milieu du foot, donc les instances, l'agence de la transition écologique en France, des joueurs, des arbitres professionnels. Voilà. Donc il y a vraiment pas tout le monde du foot français, mais une petite partie qui sera dans ce e-learning. Et on va le sortir, on va le dévoiler, on va le mettre en ligne le 5 juin à venir, donc à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Et on aura une grosse communication et beaucoup de relais d'ambassadeurs et de personnalités, d'influenceurs qui va se faire normalement. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de connexions. Et ce sera normalement quelqu'un de très connu, donc la voix du foot français, pour pas le citer, pour pas citer son nom, mais la voix du foot français en ce moment qui va nous prêter un peu son image pour la promotion de l'outil. Voilà. Donc rendez-vous le 5 juin sur notre site internet pour découvrir l'outil du e-learning.
foot et transition écologique. Parfait, ça permet de teaser un peu tout ça. Tu me donneras bien évidemment le lien pour pouvoir Yes. interagir avec vous à ce sujet-là. Ce serait avec un grand plaisir qu'on puisse partager tout ça. Théo, je te laisse le mot de la fin. Bon, bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, c'est toujours des sujets qui me passionnent et en même temps qui sont pour nous à enjeu. Donc, chaque petit pas qu'on va faire, pour nous, il est hyper important. Et même si toi, c'est pas tes sujets de base, je trouve que l'intérêt que tu as présenté pour notre démarche, ça en dit long sur ce qu'on peut réaliser si on est tous ensemble un petit peu attirés dans la même direction. Donc, merci pour ça. Et puis, bah, je te souhaite plein de réussite dans les podcasts à venir. Merci. Bah ouais, effectivement, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Ayant travaillé dans le sport professionnel, je vois bien les problématiques et la dichotomie qu'il peut y avoir à ce Mm. sujet-là. Mais le travail vient d'en bas et je pense que tout ce que vous faites avec les clubs amateurs, qui sont aussi des antennes pour les clubs professionnels, et puis Mm. des futurs joueurs professionnels qui viennent bien évidemment du monde amateur. Et je pense que petit à petit, ça fait avancer le débat et j'espère aussi que ça ne sera pas trop tard pour pouvoir mener de grandes actions. Merci beaucoup Théo de ta participation et Merci à toi. d'avoir échangé avec moi sur tous ces sujets passionnants. On a bien compris comment agir au quotidien pour contribuer à ces enjeux sociétaux. Et puis, bien évidemment, il y a le livre blanc dont tu as parlé qui permet aussi de bien comprendre tout ça. Si ça t'a plu et si Mm. tu es toujours là pour nous écouter, c'est que ça doit être le cas. Donc, je vais te demander de nous donner un petit coup de pouce en partageant cet épisode à ton entourage ou sur les réseaux sociaux en n'oubliant pas de nous mentionner. On se fera un plaisir d'échanger avec toi. Tous nos réseaux sociaux seront bien évidemment en lien dans la description. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!